Un nouveau départ est une opportunité de renaissance, souvent symbolisée par l'idée que pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Saint-Exupéry, bonjour à tous. Toutes les dirigeants ont rendu chacune sa copie pour ce qui est des exécutifs. Malgré l'accouchement difficile à Ebolova dans la région du Sud, le bébé est finalement né. Place désormais au travail. Après le départ de 2020, considéré pour certains comme étant celui de la phase expérimentale, eh bien, la nouvelle mandature peut-elle déchaîner les réalisations attendues sur le terrain? Question centrale placée au cœur du débat. Martial Obiona est journaliste spécialisé sur des questions d'économie. Fabrice Assoum est directeur de publication du journal Panel Hebdo. Il est surtout secrétaire général de Sudcom, entendez, Association des journalistes pour la communication de la région du Sud. Yannick Nouambarga est le directeur de publication du journal Antidote. Nous aurons également Franklin Sambou, il est analyste socio-politique, connu également des plateaux du Cameroun. Avec eux, nous aurons 1h52 sur cette antenne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici ici la République. Si André Ouna est aux commandes des machines, les Somo et Géraud de Bina sont bel et bien derrière les caméras pour vous servir ce matin. Prenez-nous également à partir de notre page Facebook. L'émission est en direct. Nous remercions déjà vous qui êtes devant votre petit écran. Martial Obriona, bonjour et bienvenue. Bonjour Hippolyte, bonjour à tous les téléspectateurs de Camdis, au cours du suitant ici sur le plateau et à tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent Camdis sur les différentes plateformes numériques. J'ai une pensée précieuse pour mademoiselle Nomo Coralie, sous le ciel des Bolova, et nous écoute ce matin. Oui. Alors, on a vu cette semaine votre journal Conjoncture. Conjoncture qui a titré une thèse de doctorat, je vais paraphraser, thèse de doctorat dédiée au secteur aurifère. De quoi s'agit-il? Oui, ce matin, la grande une du journal Conjoncture économique a fait un grand plan sur la soutenance de la thèse de doctorat PhD, c'était le 12 décembre dernier, vendredi, du côté de l'Université de Yaoundé 1 à la Faculté des sciences de la Terre. Cette soutenance de thèse a permis de mettre en vitrine M. Daniel Maker et Lungna, qui était le promu du jour, avec une mention très honorable. Il est par ailleurs secrétaire national permanent du processus de Kimberley au Cameroun. Donc c'est une contribution à la fois scientifique, à la fois académique et économique pour le secteur aurifère. Je m'explique. Scientifique en ceci que, à travers sa thèse sur la contribution des dépôts aurifères alluvionnaires dans la localité de Bétaréouya et ses environs, cette thèse-là met en vitrine le fait qu'aujourd'hui, on peut démontrer l'existence ou non de l'or à travers une étude des sédiments, à travers une étude géochimique, à travers une étude minéralogique. D'un point de vue académique, c'est un véritable recueil que M. Daniel Makelung met à la disposition de la communauté tant nationale qu'internationale, parce que c'est une contribution assez stratégique dans un contexte où le Cameroun veut davantage voir une contribution assez significative de son secteur minier. Souvenez-vous, lors de la présentation du dernier rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractive, on constate qu'entre 2002 et 2023, la part, donc la contribution des entreprises du secteur a reculé de 115,22 milliards de francs CFA dans sa participation à l'économie nationale. Donc ce travail a la vocation aujourd'hui de relancer peut-être les recettes dans ce secteur-là. Au volet économique, vous savez que dans la zone de Bétaré-Oya et des environs, on assiste déjà à une raréfaction des sites d'exploitation qui sont généralement une fois utilisés laissés à l'abandon. Et en termes de développement local, l'inexistence ou la raréfaction des sites d'exploitation miniers entraîne par ricochet
la baisse du recouvrement en matière de finances, tant au niveau des collectivités territoriales décentralisées concernées qu'au niveau de l'État central. Donc c'est une étude qui a pour vocation de mettre en lumière d'autres mécanismes pour favoriser non seulement le développement au plan global, mais au plan local, en mettant en place un mécanisme un meilleur mécanisme de recouvrement. Donc nous tenons par là à féliciter d'ailleurs M. Daniel Maker et Lungna pour cette soutenance. Et qu'est-ce qui va changer quand on a cette soutenance? Le président de la République avait annoncé justement l'exploitation minière de ces zones qui sont riches aujourd'hui. On a parlé de Malam, il y a le fer de Malam, il y a à l'est aujourd'hui dans des localités telles que Kambélé. Et nous avons une exploitation de plus en plus artisanale. Il y a ceux qui sont appelés à mener des exploitations plus ou moins industrielles, acquièrent, comment on appelle, des agréments, oui, ou des permis d'exploitation, mais qui les revendent aux expatriés. Ça, ce sont des déclarations de ceux qui sont même concernés par ce secteur-là, ceux qui sont chargés de la régulation. Qu'est-ce qui va changer après cette thèse de doctorat? Oui, justement, beaucoup de choses vont changer. Déjà en termes de gouvernance du secteur minier, parce que dans la thèse qui a été soutenue, M. Daniel Makelung propose des orientations sur la gestion même du secteur minier au Cameroun. On va de l'attribution des agréments aux approches RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. On a le facteur environnemental qui est également mis en exergue. Donc, ce que je peux recommander aujourd'hui, c'est que les autorités camerounaises puissent s'approprier de cet outil-là qui est un véritable outil de référence pour pouvoir comprendre davantage le secteur minier camerounais et comment est-ce qu'il faut le moderniser, parce que n'oubliez pas que la zone de Bétaré, Oya et ses environs est beaucoup plus confrontée à une exploitation artisanale et semi-mécanisée. Or, avec ce document que j'estime être un document de référence pour le secteur minier, on peut davantage moderniser l'exploitation minière et trouver également à l'intérieur de ce document des orientations pour mieux capter les revenus issus de notre secteur minier. On trouve également dans le document des orientations qui permettent de mettre en place une meilleure gestion et une meilleure gouvernance du secteur minier. Donc, les autorités camerounaises gagneraient aujourd'hui à s'approprier ce travail-là, à le lire et à prendre en compte les orientations qui sont évoquées. Et même les acteurs du secteur minier, je vois par là les entreprises, en fait, tous ceux qui sont intéressés à avoir des participations dans les projets miniers au Cameroun. D'accord, merci de toutes les façons, merci donc d'être venu sur ce plateau une fois de plus. Franklin Sambou, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour aux millions de téléspectateurs de Camdis Télévision, particulièrement à ceux qui au quotidien suivent ici la République. Merci de nous avoir conviés à ce rendez-vous. Bonjour aux co-discutants et bonjour à tous ceux qui font confiance davantage aux panélistes que nous sommes. Vous faites partie de ceux que les Congolais appellent les sapolos. Vous êtes tout de rouge vêtu, vous avez une belle cravate, une belle veste. Quel est votre secret? Disons, le rouge vêtu, c'est les signes de Noël. Nous sommes déjà la nativité. Nativité, vous savez, même le Père Noël est en rouge. Les enfants célèbrent dans toutes les écoles aujourd'hui, depuis hier, le départ en congé. Oui. Le départ en congé, et la plupart sont vêtus dans ces couleurs. Et vous fêtez à la papa. Et en tant qu'enseignant, d'abord enseignant, on encadre les troupes, on encadre les élèves, on encadre les étudiants. Donc il va de soi que cette semaine-ci-là, qu'on puisse être arboré en rouge pour la nativité. Franklin Sambou, on nous a annoncé ce matin que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, va procéder cet après-midi à 16h à la signature d'un accord cadre visant l'assurance maladie des étudiants des universités d'État. C'est une bonne nouvelle.
Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour l'assurance maladie des étudiants des universités d'État. Nous savons tous que les conditions dans lesquelles les étudiants traversent, il y a quelque temps, je lisais encore, ces étudiants bénéficiaient de la prime d'excellence du chef de l'État, 50 000. Nous tous, nous avons, quand nous sortons de l'université, c'est au moment où cette prime-là était entrée en vigueur, nous avons bénéficié, nous sommes parmi les premiers étudiants à avoir bénéficié cela. Vous voyez, pour un étudiant qui a un 50 000, ce n'est jamais rien. Aujourd'hui, maintenant, si on pense encore à cette couverture médicale, cette assurance maladie, je crois que c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, s'il faut se limiter uniquement aux universités d'État, il faut aussi penser aux étudiants des instituts privés, peut-être en partenariat avec ces promoteurs, parce que tous là sont des étudiants et tous sont des Camerounais. Il ne faudrait pas qu'il y ait un poids, deux mesures. Il faudrait qu'on voit dans quelle mesure élargir cette assurance maladie à tous les étudiants. À tous les étudiants pour que chacun puisse en bénéficier. Et vous savez qu'on dit généralement que les IPES font dans le business. Donc il y a beaucoup d'argent là-bas. Et peut-être des solutions peuvent être trouvées en interne. Oui, c'est vrai en interne, mais il faudrait aussi que ce soit une orientation faite par le ministère de l'Enseignement supérieur qui est la tutelle. Parce que vous savez, c'est aussi parfois l'occasion également de décrier ces universités, ces IPES-là, où chacun manage à son niveau. C'est l'occasion aussi parfois du MINESUP de donner une orientation. Je pense qu'il y a un cadre normatif. Oui. Non, oui, même s'il y a un cadre normatif, vous allez voir par exemple, dans un institut, on va vous dire, là, ici on paye 4 000 heures, là-bas 5 000 heures, là-bas 10 000 heures. Du coup, ce n'est plus, il n'y a pas... donc, là n'est pas le débat, mais il faudrait que le MINESUP voit comment orienter ce genre d'action. Parce que si les universités d'État ont l'assurance maladie, pourquoi pas aussi les universités privées, puisque si... Donc, il devrait plafonner en fonction des catégories, parce que vous avez des assistants, bien évidemment, des chargés de cours, des maîtres de conférences et professeurs titulaires. Il va de soi. C'est vrai que chaque institut a sa politique, mais il est hors de question que pendant qu'un assistant de l'université X a 2500 l'heure, ici l'autre là-bas a 5000 l'heure. Donc c'est aussi l'occasion de planifier cela. Donc vous voyez, si dans telle université, si le ministère ne réglemente pas ça, peut-être l'IPES va souscrire à l'assurance maladie. L'autre IPES ne souscrira pas. Donc ça doit être un principe, un peu comme au niveau de l'enseignement secondaire. L'assurance est pas maladie, mais l'assurance est obligatoire pour tout élève. L'assurance est obligatoire, que ce soit le privé ou le public, l'assurance est obligatoire. Même si c'est 100 francs, mais c'est obligatoire pour tout élève. Même s'il fallait demander peut-être des quotes-parts aux IPES. Oui, aux IPES, c'est important. Donc il faudrait que ça soit pour tous les étudiants. Ça c'est notre avis. D'accord. Merci pour cette intervention. Fabrice Assoum, bonjour. Bienvenue. Bonjour Hippolyte. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci d'être associé encore à cette discussion républicaine. Mais les Camerounais se posent des questions sur votre look ce matin. Vous avez des lunettes noires à la Moutanguia. Oui, disons que depuis quelques moments, j'ai des petits soucis avec mes yeux. Donc, il m'arrive de les protéger simplement. Et de protéger ceux qui sont à côté de vous également. Alors, merci d'être venu. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Yébéa ici, a reçu en audience hier une délégation d'investisseurs, délégation ghanéenne d'investisseurs. Justement, il est question de réfléchir sur des moyens permettant de mettre sur pied une usine de transformation et de valorisation des ordures dans la commune de Bikok dans les prochains jours et qui va à coup sûr peut-être également créer des emplois pour les Camerounais. Il y a même une délégation camerounaise qui sera formée au Ghana pour la gestion de ces ordures. On parle là de l'économie circulaire ou l'économie verte.
Et également, c'est également une bonne nouvelle pour notre pays quand on sait qu'on ne parlera pas des ordures que pour aller vider en Kolfoulou, déverser au niveau des fosses. Il sera question également de transformer. Pourquoi pas avoir des bouteilles, de nouvelles bouteilles, pourquoi pas avoir des chaises même en plastique, comme on a souvent l'habitude de voir. Oui, nous devons remarquer que depuis un bon bout de temps, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par notre pays et qui est devenu, notre pays, qui est devenu une sorte d'Eldorado, parce que presque tous les autres pays sont en immersion chez nous. Pour le cas du ministre des Domaines et des Affaires cadastre et des Affaires foncières, vous allez remarquer que ça fait presque 2 mois, c'est presque tous les jours qu'il y a ce genre de convention signée par le ministre Henri Eyebe ici. C'est dit que le Cameroun est devenu une attraction. Ce n'est pas seulement dans un seul domaine. Vous parlez maintenant de la gestion des déchets dans la commune de Bikok. Je voudrais dire que d'autres institutions ont toujours sollicité également le ministère, l'État du Cameroun pour avoir des facilités, parce que là, c'est que ce qu'il faut faire comprendre aux Camerounais, c'est que le ministère des Domaines signe ces conventions pour permettre l'installation de ces différents secteurs, de ces différentes activités sur le territoire camerounais. Il faut donc avoir des facilités que l'État leur accorde pour leur installation et de favoriser donc. Vous avez parlé des emplois, des milliers d'emplois qui vont découler de ces différents projets. Voilà ce que moi je peux dire de manière globale, mais je voudrais encourager effectivement le gouvernement en disant que oui, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et ce qui manque le plus ou le moins, c'est beaucoup plus la communication. Oui. Il faut que nos gouvernants, et c'est le chef de l'État lui-même qui impulse les politiques publiques au Cameroun, qui l'avait dit. Il ne suffit pas de bien faire, encore faut-il faire savoir ce qu'on sait faire. Oui. Donc c'est toujours important, c'est pour montrer l'importance de la communication. Et il avait dit il faut faire et faire savoir ce que vous faites. Voilà. Donc c'est toujours important. C'est pour montrer que nos gouvernants parfois se rétractent dans leur cabinet feutré. Ils ne comprennent pas l'importance de dire aux Camerounais qu'il y a des choses, des initiatives qui sont faites en faveur du développement de notre pays. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut encourager l'initiative et les activités du ministre Dr Henri Eyebe ici. Yannick Nouambarga, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour à tous les panélistes, bonjour également à tous ceux qui nous font le plaisir et l'amitié de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. Je rappelle que vous êtes le directeur de la publication du journal Antidote. Tout à fait. C'est bel et bien cela. Ouais. Vous êtes arrivé un peu en retard ce matin, il faut que qu'on le dise aux téléspectateurs. Bah oui, coincé par les bouchons, vous savez, la période, le moment s'y prête. Oui. Il faut sortir très tôt, même lorsqu'on est sorti très tôt, on a difficilement l'occasion de rattraper le temps, parce que tout le monde est dehors. Il y en a pour d'aucuns c'est pour des achats, d'autres c'est pour rallier leur service, d'autres même c'est uniquement pour patrouiller, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment rester. Il y a une petite magie même dans le climat en décembre. Oui. Il y a des gens qui sortent uniquement pour apprécier ça et ils se baladent et voilà, et on a l'impression que ce sont même eux qui sont nombreux, qui saturent l'espace. Donc, c'est pas évident généralement de rallier. Donc, toutes mes excuses à nos millions de téléspectateurs. Est-ce que vous êtes passé par le marché Vogada?
Parce qu'apparemment, il se dit que là-bas, on présente même les poulets à l'intérieur des taxis. Ça vous ralentit. Bah oui, c'est pas faux. Parce oui. que vous savez, surtout au niveau de la vallée, généralement, cette période-ci, parce que je crois que je suis passé là avant-hier, c'est pas totalement faux. Parce que les commerçants ils viennent appâter les clients, même dans les taxis, parce que les taxis qui pour la plupart transportent des personnes qui viennent faire du marché. Donc il faut facilement vite arracher un client. Et ça fait que on vous présente quand même la qualité des poulets depuis les portières de taxi. Et parce que lorsque vous êtes malchanceux, vous pouvez vous prendre une crotte de poulet. On dit généralement, ils arrivent là. Non, c'est 5 kilos touchés vous-même. Ils donnent ça derrière là-bas. C'est peut-être des dons. Qui sait? Non, c'est une façon d'attirer la clientèle parce qu'ils savent que forcément, lorsqu'un taxi ralentit, sur 2 taxis qui passent sur cette route, il y a forcément un qui porte des clients qui vont. Encore que la route est mauvaise là-bas. Hein, extrêmement mauvaise, surtout au niveau de la vallée. La route est extrêmement mauvaise. Et puis, vous savez, actuellement, c'est les fêtes de fin d'année. Tout est dans la prépa. Donc, c'est la saison des bénéfices chez les commerçants. Et bien, il faut bien attaquer parce qu'on est nombreux. Vous avez vu le volume ou alors le nombre de vendeurs de poulets au marché Mbogada. Si vous restez dans votre comptoir à attendre qu'un potentiel client vous retrouve sur votre comptoir, je crois que vous allez rentrer les mains vides. Donc, alors, il faut bien pouvoir... On va justement rester avec vous sur ces fêtes de fin d'année. On a quand même constaté qu'il y a une sorte de flambée des prix. C'est le phénomène, certes, de chaque année, mais les parents pleurent. Ils disent c'est grave. Ils disent c'est grave. Ça, c'est le thème employé par plus d'un. Ils disent c'est difficile parce que quand vous partez au marché, on vous dit voici le poulet de 4 kilos, il coûte 5 000. Voici celui de 5 kilos, il coûte 7 500. L'autre vient, donc c'est difficile, et même pour ce qui est des tenues des enfants, l'habit de Noël, comme on dit généralement, les chaussures. Oui, c'est un moment particulier dans la vie de tout citoyen dans le monde, parce que, comme je le disais, c'est le moment, c'est la saison je vais dire quoi, des festivités. Dans tous les domaines, vous avez cité par exemple les tenues de l'école, il y en a qui... l'habit de Noël. L'habit de Noël. Il y en a qui... Ça commence même à partir de la remise des bulletins pour ceux des enfants qui doivent prester, ou alors dans les maternelles et tout. Donc, il y a déjà la tenue qu'il faut chercher, il y a le cadeau, et donc maintenant, il y a la fête qui pointe à l'horizon, donc il faut habiller les gens pour l'église. Je rappelle qu'il y a la tenue de l'arbre de Noël. Bien sûr. Oui, qui est une joie avancée. Avancée, voilà. Oui. Parce que, et puis il y a la tenue justement de la Noël pour aller à l'église. Et à côté de ça, il faut garnir la table. Il faut que le panier de la ménagère soit fourni parce que c'est devenu un principe. Oui. Tout le monde doit bien manger. Et vous avez vu, c'est le moment où tout le monde se bat. Certains font même des économies. C'est le moment où tout le monde se bat à offrir quand même quelque chose, un repas particulier chez lui. Et ça fait que les commerçants profitent justement de cette saison-là pour se faire beaucoup de bénéfices. Et comme vous savez, dans le commerce, on ne se suffit pas. Il y a toujours une stratégie qu'il faut développer pour se faire davantage de l'argent. Il y en a qui font dans la surenchère. Et généralement, la technique est simple. C'est-à-dire qu'ils créent la rupture et au moment des fêtes, ils déstockent, mais sauf qu'ils vendent à prix d'or. Et tout le monde ne peut pas s'offrir le minimum à prix d'or. Ça devient compliqué. Et puis depuis... la préparation des élections, il y a une plainte qui est commune. Les poches sont vides. Les Camerounais se plaignent qu'il n'y a pas d'argent. C'est difficile à comprendre parce que l'argent circule. Les fonctionnaires touchent leur salaire régulièrement. Ceux qui se battent comme nous arrivent quand même à trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Mais de plus en plus, les Camerounais se plaignent de la vie dure. Et lorsque vous regardez, les salaires n'ont pas augmenté, mais les prix
sur le marché, il y a une flambée qui est littéralement exponentielle. Et ça, on le vit tous les jours. Vous avez vu, dès qu'il y a une petite crise après les élections et les gens ont profité pour faire du n'importe quoi, on vendait le gaz à 10 500, tout a augmenté. Vous avez parlé du poulet tout à l'heure. Il fallait vraiment être quelqu'un de nanti pour manger le poulet. Alors, c'est presque inexplicable. On a quand même un ministère qui est en charge de la régulation des prix sur le marché. On a un ministère qui est en charge de, je vais dire quoi, du circuit du circuit du moins de la protection du panier de la ménagère. Il a eu les contrôles à Voilà. travers la brigade Mais qui est là. c'est quand même déplorable que jusqu'ici, les plaintes ne font que... les plaintes s'amoncellent, mais tout ce qu'on nous propose en face, c'est des petites foires qui ne résolvent littéralement pas le problème, parce que s'il faut partir des Tremelanga pour venir faire son marché ici à la Poste, vous voyez bien que c'est pas évident. Ou vous avez, on va faire une remise peut-être de 150 francs sur un produit ou 200, même c'est même 500. Seulement le transport, vous vous rendez compte que c'est encore mieux d'acheter celui qui vend très cher. Donc c'est vraiment compliqué et on a l'impression que les choses, parce que souvent c'est entre fin novembre et décembre où les gens se plaignent de ce qu'il y a une flambée. Vous avez vu depuis... Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un type de poisson là qui est parti d'une catégorie, Ouais. mais désormais réservé à une oui, le maquereau. Non, pas même le maquereau. Le bacalada. La morue. Oui. La morue, Ouais, on parle ouais. de 19 500 le Bah kilogramme, quelque chose comme ça. Bah, il a cité le maquereau là tout à l'heure. C'est cette catégorie de poissons qui était réservée à la bourse moyenne. Ouais. Où quand on allait, Moyenne, nos mamans, même si nos Paul femmes le dit, allaient au marché. On savait que quand Oui, quand bien. tu es sorti de la poissonnerie, quand tu entres à la poissonnerie avec un peu d'argent, tu peux t'offrir tout au moins ce maquereau. Parce Ou qu'à alors l'époque, on la avait morue. baptisé le maquereau, le poisson des pauvres. Des hein. pauvres. Oui. C'était ça. Mais Je aujourd'hui, dis vraiment. c'est littéralement l'inverse. Oui. Même le poisson fumé que nos mamans mettent dans les sauces d'arachide aujourd'hui, ça s'arrache à prix d'or. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est la famine, pour dire les choses littéralement. J'ai été surpris, j'ai également fait, lorsque je menais une petite enquête avec mes équipes, nous sommes quand même entrés dans les supermarchés pour essayer de voir, pour essayer de juger l'affluence, le taux de fréquentation et puis le volume d'achat Oui. que les familles font. On s'est rendu compte que sur les 2 dernières années, c'est pratiquement le même cap. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'argent à dépenser, les gens n'achètent littéralement rien. Les gens pensent à comment payer les dernières tranches de pension, essayer de survivre, parce que ça, c'est le mot. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire 2, 3, 4 menus parce que c'est la fête de Noël ou alors c'est la fête de fin d'année. On se permet d'un seul menu qu'on va manger en famille, et puis généralement on s'arrange juste pour que ce soit assez beaucoup, pour que ce soit beaucoup, pour qu'on le mange peut-être aujourd'hui et demain. C'est des habitudes que les gens n'avaient pas. Aujourd'hui, les gens sont obligés de, comment je vais dire ça, de se réadapter parce que il n'y a pas d'argent, mais sur le marché... On jongle pas avec des féculents. Voilà. Il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, les gens mangent uniquement des bourratifs. On se nourrit extrêmement mal. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus sur le fait que, voilà, sur la table, il y a quand même un peu de fruits. Et non, on se contente de se rassasier, on se bourre la panse, c'est tout. D'accord. Et c'est très dangereux parce que je disais que généralement... Mais vous chutez par là, hein? Oui, je vais chuter. Généralement, c'est entre fin novembre et décembre où on a souvent ces plaintes-là, mais ça perdure, ça commence à perdurer. On a l'impression que peut-être en janvier, février, on ne sera pas sorti de l'auberge. D'accord, merci pour ce regard ce matin concernant les fêtes de fin d'année. Donc c'est un peu difficile hein, pour certains parents, même si le gouvernement, la République se bat comme il peut, même si M. Noambarga, le journaliste sur ce plateau, ne reconnaît pas cela. Les foires peuvent aider plus d'un. Donc, même si celui qui va à Mendon pour s'acheter une bouteille d'huile au boulevard du 20 mai ne peut pas le faire, celui qui habite voilà, derrière les maisons des gens Vespala
Voilà. Bon, mais le ministre il peut. du Commerce avait indiqué Voilà, lui peut. dans sa communication Oui. que l'opération allait se déployer dans les autres localités du Cameroun, mais sous Les sous régions. forme, dans les autres Moi, on régions, avait mais dit sous ce forme travail. de caravane itinérante. C'est ce travail, je pense, c'est la MIRAP. Hein. Oui, c'est Oui, la la MIRAP MIRAP, qui est oui, la censée MIRAP, demander. d'approvisionnement. oui. Mais Ouais, si la ouais. MIRAP repose à bonne Bon, heure, la foire, pour information, la foire s'est déportée en Kola-Famba, ah, dans uniquement. une petite localité de Kola-Famba. Voilà, vous voyez que Dans des sa efforts localité, sont faits. en fait. Oui. Ce n'est jamais arrivé en Gomza, là où je dépends. De toutes Peut-être les que façons, c'est le un appel. chef de l'État C'était insiste. peut-être un appel, Oui, peut-être au ministre du pré- Commerce le- pour qu'il pense désormais à De toutes les façons, le autres. président de la République insiste sur ce volet. Il faut permettre aux Camerounais d'avoir de quoi manger. Il faut nourrir comme on peut les Camerounais. Et il faut manger ce que l'on produit. Hein. Sur place également, c'est aussi ça, la valorisation du Made in Cameroun. On va prendre une courte pause et poser sur la table du débat la thématique centrale. Élection des conseillers régionaux. La première phase est terminée. La deuxième phase a eu lieu il y a quelques jours, achevée. Et également, les 10 régions ont chacune désormais son président du conseil régional. Dans la région du Sud Cameroun, c'était un accouchement difficile, mais finalement, le bébé est né. Gervendo est donc le nouveau président du conseil régional du Sud. Le premier nom qu'on avait envoyé, Fabrice Assoum, je vous rappelle que vous êtes secrétaire général de Sudcom, c'est-à-dire que l'association de ces journalistes qui communique pour la région du Sud Cameroun, au-delà de vos travaux en tant que journaliste sur le plan national et international. On a vu un certain Allo Bikoro, d'abord présenté comme étant celui retenu par le parti suite aux investitures internes. Et bien après, il y a eu ce rififi qui a amené justement l'organisation à revoir, justement renvoyer l'élection au lendemain. Et hier, Gervendo, élu président du conseil régional du Sud, Cathy Meba au départ était secrétaire au bureau, élue secrétaire au bureau, et elle est désormais première vice-présidente du conseil régional du Sud. Oui, Hippolyte, merci de me donner l'opportunité de parler de ce qui s'est passé dans notre région, la région du Sud. Oui, ça a été quelque chose de spécial, parce que vous savez, depuis la nuit des temps, le Sud s'est toujours présenté comme étant, en fait, le peuple du Sud. Le peuple de la région du Sud, bon, je voudrais quand même préciser quelque chose, ce n'est pas exclusivement les Boulous qui sont du Sud, parce qu'on confond toujours le Sud au Boulou. Non, le Sud n'est pas fait que de Boulous. Oui. Il y a beaucoup d'autres ethniques dans le Sud, notamment les Ngumba, les Bassa même, il y a des Bassa, les Mabi et autres qui sont aussi des Fang, des Mvaï. Et le Boulou n'est que, c'est vrai, peut-être un peu majoritaire sur deux départements. Il y a les Ntoum aussi. C'est-à-dire qu'il y a les Toumou, les Mvaï et autres là qui sont dans les composantes socio-culturelles du Sud. Alors, le Sud a, depuis un bon bout de temps, cultiver ce qu'on appelle le changement de paradigme. Il faut que, à un certain moment, que les gens s'arrêtent et qu'ils disent que oui, nous avons tant supporté. Parce que si vous voulez parler, lorsque le président Paul Biya parle souvent de résilience, c'est vraiment la population du Sud qui peut être un exemple de résilience. Malgré toutes les difficultés, le chef de l'État est du Sud, c'est vrai, mais lorsque vous irez dans le Sud, vous avez déjà parcouru quelques parties du Sud, vous allez vous rendre compte que la précarité est à un autre niveau. Elle est même au paroxysme. C'est-à-dire que les populations du Sud souffrent dans leur chair depuis fort longtemps.
c'est vrai, il y a des élites que le chef de l'État a promues, qui l'accompagnent dans la gestion du pays. Ce n'est pas un cas particulier du Sud. Mais dans le Sud, ces élites-là, on se rend compte que c'est toujours cette élite-là qui complote manifestement contre les populations du Sud. C'est donc à partir de ces constats, et cela dure depuis pratiquement on va dire même 6 ou 7 ans, que le réveil est effectif au Sud. Il y a d'abord eu, pour histoire, il y a eu la création de quelques associations phares qui ont justement mobilisé tout le Sud pour dire aux populations du Sud qu'il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Lorsque moi je suis directeur de publication, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années, je vous assure que lorsque nous sommes entre nous confrères, il y a certains qui m'étiquettent. Ils savent que non, vous êtes du Sud, donc vous êtes du pays organisateur, vous avez tout. Bon, ils ne peuvent même pas se rendre la compte situation réelle. à un moment de la vie réelle, il est impossible parfois que le directeur de publication que je suis assume un certain nombre de responsabilités sociales. Pour simple manque de moyens. Pour simple manque de moyens. Pour dire que si on devait se suffire d'appartenir au Sud, d'être originaire du Sud pour se prévaloir du bien-être, c'est que c'est totalement faux. Alors, ce qui fait donc que, à un moment de la vie, et ça a commencé des signes avant-coureurs ont commencé depuis, comme je vous ai dit, il y a 5 ou 7 ans, où les sudistes ont commencé à dire non à certaines décisions qu'on appelle souvent le pli fermé. Le pli fermé. De ce fameux pli fermé. Chacun se lève dès qu'il vient, qu'il a ses relations au comité central, dès qu'il arrive au Sud, à la base, il dit non, vraiment c'est Paul Biya qui a envoyé, c'est Paul Biya qui a dit que... Bon, et comme la population du Sud, comme c'est pour ça que je vous parlais de la sociologie de la population du Sud depuis des années, c'est que les populations du Sud ont été moulées dans le respect des lois de la République. Ce n'est pas parce qu'elles ont peur, non. Elles respectent l'institution. Lorsque vous naissez chez nous, nous savons qu'un enfant doit respecter l'aîné. Oui. Un enfant doit respecter le ngomna. Un enfant doit respecter l'enseignant. Un enfant doit respecter l'autorité qui est établie. C'était ça qui avait comme première mentalité, première éducation des populations du Sud. Maintenant que ça commence donc à évoluer, on dit non. Il y a un moment, il faut penser aussi à son être, à ses conditions de vie, à sa façon, à son environnement, à son développement. Parce qu'on a laissé croire que les citoyens de la région du Sud ne veulent pas le développement. Parce que quand vous n'arrivez pas à dire non, ça veut dire que vous ne voulez pas le développement. Donc, pour revenir sur l'actualité ambiante, oui. Il y a donc quelques jours, il y a effectivement mardi, le 16 décembre, à la convocation de la session de plein droit, qui devait donc mettre en place un nouvel exécutif au conseil régional du Sud. Les populations avaient déjà commencé à en parler. Ce n'est pas mardi, donc avant-hier, que cela est arrivé. Il y a eu dans tous les forats du Sud, il y avait des débats qui avaient cours. On ne veut plus du diktat qui viendrait d'ailleurs, quel qu'en soit le porteur de ce message. Je voudrais dire à monsieur le ministre Joseph Anderson qu'on s'excuse parce qu'il peut être considéré comme... Il peut peut-être penser que c'est parce que c'était lui qui était le porteur du pli. Non.
quel qu'en soit celui qui devait porter le pli fermé, qui viendrait, Il a trouvé une patate il a chaude. trouvé qu'il y avait déjà des esprits suffisamment éclairés qui ont dit non à tout, sauf au vote. On avait besoin des personnes, des nouvelles personnes. Je ne vais pas paraphraser certaines personnalités qui ont parlé on veut tout le changement, même si c'est un diable qui arrive. Non, bon, nous on ne peut pas arriver à ce niveau. Et donc, lorsque la session a été ouverte, les populations avaient déjà, même celles qui n'étaient pas concernées directement par le vote, ont envahi l'espace de l'hôtel Bengo pour manifester. Parce que sur le déroulé, c'est que c'est à 8 heures qu'il y a eu la concertation des élus issus du comité, issus du RDPC, dont les conseillers régionaux ici, délégués du RDPC, qui ont été départementaux, qui ont été élus. Donc, à l'issue de cette réunion, il y a donc, vous avez parlé de M. Antoine Bikoro, qui a été le nom porté par le mandataire du comité central. Et il avait dans sa suite d'autres noms. M. Ndo, qui devait rester encore premier vice-président. Madame Meba Kati, qui devait entrer au bureau, mais comme secrétaire. Bon, maintenant, lorsque cela a été fait, de manière normale, les militants du RDPC ont accueilli la nouvelle. Sauf que la loi de la décentralisation des CTD concède à ce qu'il y ait des élections au sein de l'instance délibérante, qui est donc le Conseil. Et c'est donc à ce niveau que, malgré la parole prise par le président du groupe du Conseil, qui a présenté le candidat que le comité central a envoyé, il y a donc eu un autre candidat qui s'est présenté, qui est donc M. Gervendo, qui avait déjà, en 2020, présenté ses ambitions avec un programme fiable, un programme qui a été bien élaboré pour le développement de la région du Sud. En ce temps-là, il a écouté, parce que jeune et militant engagé, patriote qu'il est, il a écouté la voix de la sagesse et il avait cédé à ce pli fermé. Maintenant, il a dit non, nous avons attendu 5 ans. Nous n'avons même pas vu notre région décoller d'un millimètre. Nous sommes même allés en retard, parce que quand vous imaginez, quand vous n'avancez pas, vous reculez, puisque vous êtes sur place. Vous n'avancez pas, vous reculez. Et donc, engagé qu'il est à vouloir développer, vouloir faire en sorte que notre région, la région du Sud, essaie d'aller vers l'avant, de suivre le rythme des autres, il a donc dit, il préfère que le vote, qu'il y ait un vote. Et c'est donc le premier blocus qu'il y a eu, malgré les tractations, malgré l'insistance du ministre d'État qui était présent, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, Sa Majesté Jacques Famondongo, qui était aussi là, qui avait initié des négociations au départ en présence de monsieur le gouverneur de la région du Sud. Cela n'a pas permis à ce que les choses avancent. Et c'est autour de 22 heures, ce 16 décembre, que le gouverneur a dû suspendre et renvoyer. Au lendemain, à 10 heures. Pas encore. Il a simplement suspendu les travaux en disant qu'il y aura... et vous savez que la loi donne 7 jours. Si vous n'avez pas eu
Il n'y a pas eu une issue le premier jour. On vous donne, la loi autorise 7 jours pour que vous puissiez organiser, on puisse convoquer une nouvelle session de plein droit. Ce qui fait donc que, et comme on a souvent l'habitude de le dire, la nuit porte toujours conseil. C'est très tôt le matin de la journée du 17 d'hier que les instructions, parce que les tractations se sont poursuivies toute la nuit. Et les téléphones ont crépité. Les téléphones ont crépité et je suis sûr que monsieur le gouverneur n'a même pas pu fermer l'œil. Il a donc dû, et on n'a pas voulu que ça prenne encore un peu plus de temps. Il fallait donc, les instructions ont été données pour qu'il y ait la tenue du conseil de plein droit, la session de plein droit hier. Et c'est à l'issue donc de ce conseil qu'il y a eu 2 candidats au poste de président du conseil régional. Et à l'issue du vote, M. Gervindo a finalement eu raison d'avoir insisté parce qu'il a remporté haut la main le scrutin avec 66 voix contre 22, puisqu'il n'y avait que 88 délégués qui avaient été présents hier. Voilà de manière chronologique comment ça s'est passé jusqu'à ce que donc on ait l'exécutif. Et je vous assure que jusqu'à présent aussi, il faut le dire, il faut le préciser, il n'y a pas eu la mise en place des commissions. Parce qu'après ces tensions, le gouverneur a permis, a donné la latitude à l'exécutif déjà mis en place de prendre son pouvoir et maintenant d'organiser en interne une sorte de réorganisation. Parce que, évidemment, le scénario n'avait pas été prévu. Le premier vice-président ne peut que venir d'autres régions, d'autres départements, notamment donc, pour le cas, c'est le Dia et l'Obo. Et maintenant, sur la chefferie traditionnelle aussi, il y a d'autres cartes qui devaient aussi se jouer. Et c'est donc là, dans le cadre de ceci, que c'est le deuxième vice-président et donc de la vallée du Thème. Vous voyez? Et donc, maintenant, il faudrait donc gérer ces équilibres au niveau des commissions pour pouvoir savoir qui est-ce qui peut porter tel ou tel. Voilà, de manière chronologique. Ça, c'est tout un article de presse que vous avez donné sur cette antenne. Merci. Sambou, on se dit quand même que ceux qui ont été au cœur de ce mouvement à Ebolova, d'aucuns ont dit qu'ils pourraient, je préfère dire, faire face à la commission Moussongué. Vous vous souvenez, en 2020, il y a eu 3 jours de pourparlers à Maroua pour désigner le maire de Maroua premier. Il y a eu Angel Mundouga où les arrangements se sont faits la veille. Et puis le lendemain, Alex Mimban a levé son doigt. Il a dit il n'y a aucune loi qui lui demande d'accepter ce qui a été dit par lui, les candidats et autres là. On a vu donc des suspensions, les Saint-Éloi Bidoun, André Tchalamessipé à son âme, à Patrick Ambassala, Patrice Ambassala, ils sont nombreux qui ont été frappés. Donc on dit que ceux qui ont été au cœur de ce mouvement peuvent faire face à la commission Moussongué parce qu'on n'a pas respecté la discipline du parti. C'est vrai, Hippolyte, mais c'est un ton fort qui est lancé à partir du pays organisateur. C'est bien que ça ait commencé par là. C'est aussi une preuve de l'exercice de la démocratie, l'expression de la démocratie. Parce que le pli fermé vient ralentir les ambitions personnelles des uns et des autres pour l'avantage, pour l'intérêt des autres. Parce qu'en réalité, on fabrique, on conçoit des élites au détriment parfois des jeunes générations. Commençons d'abord par dire, quand le comité central, même c'est le comité central qui avait pensé un pli fermé, de manière globale au niveau de l'exécutif des conseils régionaux dans le Cameroun, il a été reconduit à pratiquement 70%. Peut-être ça a changé au sud, ça a changé dans la Damawa. La Damawa a été pris par maintenant contrôlé par le RDPC.
Ça a changé également, et quoi, à l'extrême nord ou au À nord? l'extrême nord. L'extrême nord, Oui, oui, c'est Oui. le premier vice l'extrême nord, et le président. voilà les trois régions. Voilà les trois régions où l'exécutif des conseils régionaux a changé. Voilà où l'exécutif a changé. Maintenant, on commence d'abord par, première chose, avant des points d'analyse, le grandeur espérance qui a pensé aux jeunes et aux femmes. Dans ces exécutifs-là, on ne retrouve pas de jeunes, on ne retrouve pas de femmes. Je crois que c'est déjà une alerte forte où on peut avoir des petites frustrations. Parce qu'en réalité, c'était un moyen déjà de montrer que on a dit jeunes et femmes, qui est un pli fermé qui annonce aussi un jeune de 40 ans comme président du conseil régional. Ça n'aurait pas été... Alors, il y a même encore des jeunes. Oui, ça n'aurait pas été mauvais. Ça, c'est dans ce sens. Un pli fermé qui annonce une femme sur 10, parce que sur les 10 régions, Les 10 présidents. les 10 présidents, il n'y a aucune femme. Ce n'est pas pour dire que nous... mais par rapport à un ton qui était lancé, quand on a nommé la présidente de la procureure générale de la Cour suprême, on s'est dit que voilà un ton voilà une orientation qui était déjà faite. Donc, voilà la première observation que nous faisons dans le sens où jeunes et femmes, ça n'a pas été respecté. Nous saluons la bravoure d'Éric Gervais-Ndo. Parce qu'il faut être tenace pour pouvoir être face à une majesté comme le professeur Jacques Famin Dongo, qui est Pour gérer ces barons. pour gérer ces barons. Parce que si on dit voilà un pli fermé qui vient du comité central et en face, il y a celui qui est le chef de la délégation régionale du RDPC dans le sud, je crois que c'est le professeur Jacques Famin Dongo. Si vraiment vous réussissez à faire tête, c'est une preuve que vous l'êtes déterminé et cette détermination-là qui peut porter plus haut le sud. Et à travers lui, ça va servir d'exemple à d'autres régions. Et ça annonce des municipales très fortes. Je crois que c'est un ton qui... Ça va perturber le principe de pli fermé là. Parce qu'en réalité, si c'est passé, s'il y a une commission, maintenant s'il y a une commission, une personne, peut-être on dit parfois, à travers cet exemple-ci, on peut réguler les prochaines situations qui vont se retrouver. Oui, on peut déjà anticiper. Oui, on peut anticiper. Parce qu'en réalité, pourquoi toujours vouloir recommander les personnes? Pourquoi? C'est vrai, on peut dire oui. Mais si à la base, c'est aussi l'occasion pour le comité central, bien pour ceux qui ont le plus fermé, avant de recommander, il faut faire une enquête à la base. C'est-à-dire commencer par le terrain, comprendre. Parce qu'en réalité, si la base ne se plaignait pas de la gestion des barons, Éric Gervais-Ndo n'aurait pas gagné. Ça, ça c'est une élection, il n'y a pas eu manipulation, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. C'est parce qu'on a trouvé qu'il faut un changement, il faut celui qu'on peut écouter. C'est d'abord quelqu'un à qui l'électorat se reconnaît. Oui, l'électorat se reconnaît. Encore, il a été maire d'Ebolova deuxième. Hein. À l'époque, je travaillais à Ebolova. Pendant qu'il travaillait, il était maire des années 2012. Là, je crois qu'il était maire d'Ebolova deuxième. Donc, il maîtrise le terrain. Et vous savez, dans la plupart de ces régions, le président sortant, Emmanuel Lemba. il était de quel département? La vallée du La Thème. La vallée du Thème. Vous voyez donc, il y a cette guerre, même si on ne le dit pas. Le Sud, comme dans toutes les autres régions, toutes ces régions-là pensent que ce sont les présidents du conseil régional. C'est gênant pour eux de savoir que, parce que même dans une même région, il y a des disparités, hein, il y a des problèmes. Hein. On va voir mal qu'un gars de l'océan vienne être président du conseil régional étant à Ebolova, qui est dans la ville là. Et pour siéger Ebolova, ce sont des réalités que même si on dit n'importe quoi, ce n'est pas à négliger. Vous allez partir à l'ouest, ou ici au centre, Gilbert Tibévouna. Il est du Fundi. Il est du Fundi. Les gars du Fundi vont trouver mal qu'un gars de la Haute-Sanaga vienne être président du conseil régional. Même si on ne le dit pas ouvertement, en fond, ça existe. On ne peut pas le contester. Même chose pour les... le débat sur l'autochtonie. Oui, parce que même pour les maires des villes, vous allez remarquer que même pour les maires des villes, depuis la maire de
la ville de Yaoundé. C'est évident de voir quelqu'un qui n'est pas originaire du Fundi, qui n'est pas originaire par exemple du Vouri, qui n'est pas originaire de la Mifi, de l'océan, ces grandes localités-là, penser occuper ces postes-là, ce n'est pas évident. Même s'il le pense, autour de lui. Tu as connu Emma Basile, Oui. Yaoundé 2, André Fouda, Yaoundé 5, Oui, j'ai dit. Bertie Mievuna, Oui. Yaoundé 7, aujourd'hui Oui. Luc Messi, Yaoundé 3. Vous voyez, donc c'est. Et au fait, on se rend compte qu'il y a une rotation. Quand vous dites Yaoundé 2, Yaoundé 1, Yaoundé 3, Yaoundé 7, vous vous rendez compte que donc, chaque peuple Mais dans c'est le après Fundi. plusieurs années. Hein. Après plus, mais ça reste le Fundi. Nous, on ne regarde même pas de Yaoundé, mais ça reste le Fundi. Pour rejoindre pour le sud, là, pour rejoindre le sud, nous avons donc Éric Gervendo qui est de l'Envie là. Et les gars ont cette fierté, cet orgueil maintenant de savoir que la chose là nous revient. Je veux qu'on vous dise, il faut un peu voir l'esprit, parce que même si on dit n'importe quoi, voilà le fond de la chose. Parce que même Cathy Meba, il ne devait pas être évident pour elle. Elle pouvait passer en tant que femme. Mais, sortant du Ndja Elobo, où les gars du Ndja Elobo peuvent même dire, ton père, ton grand-père, est chef de l'État. On a déjà ceci. Oui, on a déjà ceci. Tu ne peux pas venir encore chez nous ici là. Même si tu es femme, c'est le mandat des femmes. Venir encore nous gérer ici là 2 fois. Je me dis, bon, voilà le sens de cette élection d'exécutif dans les différents conseils régionaux. Donc, maintenant, c'est un ton fort et qui montre aux jeunes qu'il faut oser. Voilà ce que ça. Voilà l'enseignement que nous pouvons tirer. Qu'il faut oser. Les municipales et les législatives qui arrivent là. Qui veut peu. Qui veut peu, si vous pouvez vous exprimer et que la population trouve que Hippolyte peut être maire de chez lui dans une localité. Il peut être conseiller municipal Il là-bas. ne faut pas dire ça à haute voix. Hein. Non, même si on le dit et que vous le méritez, Hippolyte, vous le méritez. On vote et on fait des... Non. On vote. Mais pas une recommandation qui après, pas un pli fermé qui après vient changer. Encore que même les plis fermés là, on peut faire des manipulations parce qu'on veut quelqu'un, parce que c'est mon ami, ceci, parce qu'on a le respect de l'autorité. Parce qu'on a grandi dans un sens où, quand le père parle, on suppose que le comité central, c'est le père. Le père a 75 ans, 80, dès qu'il dit, on ne discute pas. Oui. Mais on s'est rendu compte que même le père peut se tromper. Et c'est donc là qu'est arrivé. Ceci montre que parfois le comité central peut se tromper à travers les plis fermés. Et on l'a constaté. Et vous savez que les plis fermés, généralement, sont élaborés sur la base des rapports qui viennent du terrain, parce que ceux qui sont des lieutenants, que ce soit des chefs de délégation permanente régionale, délégation permanente départementale, c'est des rapports qui sont faits généralement. Alors, oui, non, ça, pour terminer, les rapports faits là, si j'ai des mauvais rapports avec vous, Hippolyte, mauvais rapports, et que j'ai une ambition politique, vous n'allez jamais faire un rapport politique à mon endroit. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Si on a un mauvais rapport et que c'est moi qui suis pressenti réellement pour être président du conseil régional, pour être maire, pour être député, mais vous allez faire un mauvais rapport pour que dans le pli fermé qui vienne là, que ce nom de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est... Je ne peux pas être contre avec quelqu'un et puis je fais un rapport pour faire de lui. Vous savez, on a vu une élection des députés quelque part où le rapport avait été fait en haut. On disait que le monsieur que vous voulez investir là a de très mauvais rapports avec la population, là, il m'a arraché des terres. Et pourtant, ce n'était pas ça, c'est lui-même que les populations voulaient. Donc, merci pour cette intervention, Martial Le Biona. Alors, au-delà, donc, nous sommes partis de ces élections. Aujourd'hui, maintenant, place au travail, comme on le dit. Vous avez sans doute observé le mandat passé, ou la mandature passée, qui est allée de 2020 à 2025. Est-ce que vous avez constaté quand même qu'avec l'arrivée des conseils régionaux, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les écoles, les hôpitaux, les rues, l'action sociale, également tout ce qui est de la compétence des conseils régionaux aujourd'hui, ou alors il y a beaucoup de choses encore à faire? Bon, mais à la vérité, il y a quelques améliorations qui ont été observées dans certains conseils régionaux. Je vais parler des conseils régionaux qui sont basés dans la zone septentrionale du Cameroun. Cela a été visible avec l'exécution, le taux d'exécution du budget d'investissement public. On a connu des taux vraiment assez
révélateur dans les zones septentrionales du Cameroun. On a également eu cette perception dans le littoral. Oui. On a observé cela dans la région de l'Est aussi. Le centre a quand même fait quelques avancées, mais beaucoup de choses restent à faire. Je crois que cette seconde mandature donne l'opportunité, peut-être à ceux qui viennent d'être promus, de comprendre que la population scrute méticuleusement leur action au quotidien. On évoquait tout à l'heure, on a évoqué longuement le scénario qui s'est déroulé dans la région du Sud. J'ai pris pour habitude de vous dire ici sur ce plateau, le Cameroun a aujourd'hui besoin des hommes de terrain qui maîtrisent la réalité du terrain et qui sont engagés pour le développement local. Parce que il est assez gênant de pouvoir faire affaire avec quelqu'un qui ne sait même pas que, je vais prendre un exemple banal, qu'entre le bureau de Camdis et la sortie principale en haut là, ça peut faire 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre. Si quelqu'un ne peut pas maîtriser ces réalités basiques, comment est-ce que vous pensez qu'il peut impulser le développement? Ça devient difficile. Donc la nouvelle mandature qui est là, et les renouvellements qu'on a observés dans le sud, à l'extrême nord, la Damawa où le AEDPC s'implante pour la première fois, il va falloir que les gens se mettent résolument au travail. Pas parce que la population le demande, parce que ça leur donnera certainement aussi l'occasion de passer d'un mandat à 2, voire 3. Parce que la finalité de toute l'action qui doit être engagée, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce que c'est ça la base en fait. La population porte son choix sur un individu parce qu'elle estime que avec lui, on peut vivre mieux. On va prendre le cas de Gervais Ndo, par exemple, dont on parle. On a vu Gervais Ndo à la baguette à la mairie de Bolova 2e. Les populations là-bas n'ont pas oublié son passage à la tête de la mairie. Or, si aujourd'hui, ce même Gervais Ndo a été plébiscité et souhaité à la tête du conseil régional, c'est parce qu'il a imprimé une marque positive. Et son rappel au haut sommet de la gestion régionale est une indication des populations pour dire on l'a connu là-bas et le bien qu'il a fait là-bas, il peut nous rapporter ce bien-là au niveau global. C'est la même chose qu'on demande donc à ceux qui ont été reconduits dans la région du centre. On a M. Gilbert Timirouna a été reconduit. On a tous vu M. Gilbert Timirouna à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé. Personne ne va oublier sa fameuse phrase où chaque fois qu'il cassait quelque part parce qu'il faut embellir la ville, où il ne cessait de rappeler aux gens que lui marche avec son cercueil sur la tête. Jack Boa. Hein? Il l'a même surnommé Jack Boa. Tout le monde connaît la série à succès 24 chronos. Donc, il a même dit, lors de, je pense que c'était son dernier conseil de communauté, oui. Il a dit, ne croyez pas avoir tué l'éléphant et le croiser encore en forêt. Et effectivement, il est revenu quelques années après, il est à la tête du conseil régional du centre. Moi, je vais tout simplement repartir à la base, parce que nous observons que l'élection à la tête des conseils régionaux est beaucoup plus resté quelque chose qui est dicté par la volonté du parti. Au sein du parti, il faudrait que l'on comprenne que le fait d'imposer des gens n'honore pas l'institution qui est le parti politique. Parce que le parti politique ne travaille pas pour le bien-être des individus, mais il travaille pour le bien-être du Cameroun tout entier. Il faut donc que les gens arrivent à se défaire de leurs petites amitiés. Je vais prendre le cas, je reviens encore au cas spécifique de la région du Sud. Aujourd'hui, M. Gervais Ndo à la tête du conseil régional, Mme Mba est à la vice-présidente, c'est quelque chose même qu'il faut saluer. Parce que, en toute honnêteté, il y a eu une très forte communication autour de Mme Mba pour le poste de président de la région du conseil régional dans la région du Sud. Il y a eu une forte communication, il y a eu une très forte mobilisation. Oh. Ce qu'on attend, c'est le développement. Justement, on ne va pas le nier, Mme Mba, c'est une dame très dynamique. On la voit sur le terrain. En tant qu'humanitaire, elle a des actions qui démontrent à suffisance qu'elle a l'étoffe pour pouvoir diriger. Mais maintenant,
Est-ce que ça peut se faire maintenant? Je crois qu'elle pourrait miser sur 2030. Une fois de plus, ça lui donne le temps de se mouler suffisamment. Sans oublier les affaires ethnoclaniques qui ont généralement crispé la gouvernance au Cameroun. Parce qu'il faut le dire, le Cameroun est fortement ancré dans ce cycle ethnico-clanique où parfois on dit, bon, il y a tel qui était là la dernière fois, il faut que ce soit tel la prochaine fois. Dans le département d'Umba-Méninobo, qui est mon département d'origine, l'arrondissement de Bokito également, qui est mon arrondissement de naissance, on assiste à ce paradigme-là. Où on dit, bon, ok, il y a peut-être 5 ans, c'est quelqu'un de Bokaga qui était là. Au sein du parti, il faut trouver quelqu'un qui est peut-être de Balamba 1 ou 2, je ne sais pas quoi, de quel autre village pour présider aux destinées de la mairie. Mais est-ce que dans cette projection-là, dans cette observation de la gouvernance, on prend en compte le fait que, oui, on peut mettre quelqu'un de Bukaka, de Balamba, de je ne sais où, mais est-ce qu'on est certain qu'il va améliorer quelque chose? Parce que comme je dis et je le disais à l'entame, le fond de toute gouvernance est l'amélioration des conditions de vie. La gouvernance n'a de sens que si elle améliore les conditions de vie. Parce que si vous êtes aujourd'hui, vous devez être président de la République. S'il n'y a pas une population qui est contente de vous, vous ne pouvez pas être plébiscité. Donc le Sud envoie un signal assez fort, non seulement au Cameroun tout entier, mais au RDPC qui est le parti au pouvoir. Parce qu'il faut là-bas que quelqu'un leur rappelle que la base militante est celle qui observe le mieux l'action citoyenne au quotidien. Et que l'époque des plus fermés, ou alors, on a encore eu, on a eu cette polémique là aussi avec une très belle épopée qu'on a connue il y a encore quelques mois en arrière, l'épopée des hautes instructions. Parce que quand on prend les deux, on met sur la même table, on revient au même problème de fond. Est-ce qu'il faut avoir une gouvernance par procuration? Est-ce qu'il faut avoir une gouvernance par imposition? Est-ce qu'il faut une gouvernance par pli fermé? Non, ce n'est pas le pli fermé qui agit sur le terrain, ce sont des individus. Et ces individus doivent être adoubés par la population qui, pour certains, n'ont pas encore peut-être posé des actions spécifiques au niveau local, mais qui, au plan global, au plan national, ont apporté quelque chose de significatif. L'ancien ministre Michel-Ange Anguin attirait même déjà l'attention dessus avant même que le corps électoral ne soit convoqué pour ces élections régionales, où il faisait entendre à ses camarades du RDPC qu'il est très important de laisser la base militante s'exprimer. Oui, il y a une organisation légale qui stipule que voilà, l'élection des conseillers régionaux ou bien des exécutifs à la tête des conseils régionaux doit être présidée par X ou Y. Je me dis quelque part, Hippolyte, pour sortir, que peut-être qu'on devrait gagner à intégrer l'aspect du suffrage populaire universel dans la gestion des conseils régionaux au Cameroun. On dit dans le Sud. On organise ça comme une élection normale. On laisse la population du Sud décider. Il y a des candidats qui sont là, ils font une campagne de proximité, comme on le voit avec l'élection présidentielle. Comme l'élection des conseils municipaux. Effectivement, il faut qu'on voit des gens sur le terrain qui viennent, qui vous disent, bon, ok, j'ai été là, voici ce que j'ai fait. Et à la population de juger, oui, il était là, il a fait, mais voici telle chose qu'il ne fait pas. Et par rapport à ceci, on va lui imposer un vote sanction. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut intégrer cette approche-là. D'accord. Yannick Nouambarga, il y a le conseil régional, je veux dire les conseils régionaux, de par la loi du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées promulgué par le chef de l'État, donne un certain nombre de compétences aux régions en tant que collectivité. Vous avez, par exemple, on va lire ici, il y a le chapitre 1 qui parle de l'action économique.
vous avez l'action économique, vous avez la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, vous avez la planification, l'aménagement du territoire, des travaux publics, de l'urbanisme et de l'habitat. Vous avez le développement sanitaire et social. Vous avez même la santé et l'action sociale. Vous avez le développement éducatif, sportif et culturel. Et à l'intérieur de chaque sous-secteur, il y a justement des missions là-bas. Je vais prendre le cas de l'économie, de l'action économique. Ici, on parle de la promotion des petites et moyennes entreprises, l'organisation des foires et saisons, la promotion de l'artisanat, la promotion des activités agricoles, pastorales, piscicoles, avec l'encouragement de la création de groupements régionaux pour les opérateurs économiques. Vous avez l'appui on parle de micro donc projet générateur de revenus et d'emplois, promotion du tourisme. Il y a beaucoup de défis qui attendent les régions aujourd'hui. Est-ce qu'avec cette nouvelle mandature, on peut s'attendre à un véritable décollage, si tant est que le mandat qui a commencé en 2020 est sur l'observation? Bah oui, il faut dire que c'était un mandat pilote où on a eu l'occasion d'implémenter une nouvelle dynamique. D'abord, il fallait que les conseils régionaux s'approprient d'abord cette réalité, et parce qu'il faut rappeler que le conseil régional, c'est un vecteur fondamental du processus de décentralisation qui a été décidé par le chef de l'État. Donc du coup, les missions qui leur sont assignées sont des missions pour l'épanouissement, pour le bien-être social, comme je le disais tout à l'heure. Alors, ils ont eu, disons, 4 ans et demi pour implémenter, pour s'approprier, implémenter cette première logique. Il est difficile aujourd'hui de faire un bilan, parce qu'en réalité, lorsque on est parti sur une deuxième mandature, on devrait en principe dresser le bilan de la première mandature. Mais aujourd'hui, il est vraiment difficile. Il y a quand même eu quelques avancées. Il y a eu des conseillers régionaux qui... Enfin, je vais dire tous les conseillers régionaux de façon naturelle ont travaillé. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en 4 ans, les immeubles sont sortis de terre, les gratte-ciels sont sortis de terre, mais je crois quand même que... les enjeux ont été acquis par plusieurs conseils. Donc, la base a été mise sur pied. Et aujourd'hui, donc, ça, c'est la mandature de tous les enjeux. C'est à partir de cette mandature-ci, surtout pour ceux qui ont été reconduits, qu'on pourra effectivement dresser un bilan. Parce que le travail du conseil régional est titanesque. Il ne faut pas manquer de le mentionner. C'est un travail assez titanesque parce que vous avez une population qui est requérante dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme le père qui vient, qui écoute et qui implémente. Parce que hier, on se limitait uniquement à la mairie. Aujourd'hui, on a le conseil régional. Donc, je pense que l'action des conseillers régionaux, c'est une action qui est non seulement une action qui devrait être, enfin, du moins, au regard des tests, qui est une action titanesque, mais c'est l'occasion justement de questionner le profil des présidents ou alors des conseillers, des acteurs. Parce que je me réjouis aujourd'hui qu'on ait quelqu'un dans le sud qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Aujourd'hui, qu'on ait quelqu'un qui a quand même fait ses classes, dont l'effet d'armes parle à sa faveur. Donc, on l'a vu dans la croisade contre la fraude, je crois que c'était avec la douane. Et puis, lorsqu'il je pense qu'il est toujours chef de division, voilà. Chef de division des enquêtes douanières et du contrôle. Tout à fait. J'ai eu quand même à lire quelques mémoires de sa répression contre les fraudes et autres. Et puis, il y a son séjour à la mairie. Donc, on a quand même quelqu'un dont les faits d'armes parlent. Et on a aussi également au centre, on a quand même le doyen qui, malgré son âge, quand même a impulsé un certain nombre d'idées. Aujourd'hui, il faudrait qu'on implémente dans cela. Voilà la raison pour laquelle cette mandature, si les conseillers régionaux seront vraiment sur la select, parce qu'il faudrait qu'à mi-parcours, qu'on ait déjà un bilan qui parle. Avant la fin de la mandature, du moins à mi-parcours, et puis à la fin de la mandature, qu'on s'assied et qu'on dit, bon, voilà 2 mandatures qui sont passées. Au centre, qu'est-ce que le conseil régional a apporté? Au sud, pareil. Et je pense que si les textes
parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui a de très beaux textes qui réglementent la plupart des secteurs. On a vraiment des textes hyper élitistes et c'est l'implémentation généralement qui fait problème. Si au sortir de cette mandature, on a des immeubles qui sortent de terre ou alors des gratte-ciels qui sortent de terre, on pourra se réjouir parce qu'aujourd'hui on parle de la vie chère. Le conseil régional est également impliqué. Et le conseil régional du moins est interpellé parce que comment est-ce que vous pouvez gérer une population qui a faim? Quand des gens ont faim, comment est-ce qu'ils font pour vivre? Donc, c'est des situations où aujourd'hui on se dit, bon, peut-être après toutes les élections, comme je disais aujourd'hui, les plaintes vont de mal en pire. Hier, on se disait, c'était en novembre, décembre, parce que c'était en septembre, parce qu'il y a les rentrées, et puis on attend décembre parce que c'est la saison de la flambée des prix, janvier peut-être parce que les gens sortent des congés, mais le reste de l'année, les gens vivent bien. Mais quand vous êtes rendu compte que toute l'année 2025, les gens ont passé le temps à se plaindre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour résoudre concrètement les problèmes des citoyens, les besoins de première nécessité? Est-ce que c'est nécessaire, c'est normal qu'en 2025, que les Camerounais ou alors les ménages camerounais soient encore en train de se plaindre des problèmes de subsistance? Là, je crois que on aura franchi un palier lorsqu'on aura commencé à penser comme ça. Est-ce que les Camerounais sont soignés? Je lisais dernièrement le journal du grand frère Guébaï Gatama qui présentait un peu la situation sanitaire dans le septentrion. Mais ça fait froid au dos de savoir qu'on ne peut pas se soigner ou alors on n'a pas un corps médical qui est disponible pour tous les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais doivent se limiter à l'automédication ou alors à la pharmacie, à la pharmacopée, encore qu'aujourd'hui, lorsque les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'on pensait que les médicaments traditionnels n'avaient pas un problème de dosage, aujourd'hui on se rend compte que non, il y a un problème, il y a un dosage, même à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que vous allez boire 2 litres de décoction par jour que vous allez guérir, mais vous faites du mal. Alors, mais comment est-ce que les Camerounais font pour se soigner? Comment on fait pour manger? Comment les enfants vont à l'école? Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le conseil régional a vraiment du pain sur la planche. Et j'ose croire que tous ceux qui sont à la tête des conseillers régionaux aujourd'hui dans les 10 régions sont des personnes qui ont quand même mouillé le maillot à un moment donné et dont on attend les résultats, je crois, à mi-parcours. Yannick, je voudrais même préciser que, parlant de la pharmacopée traditionnelle, un projet de loi avait été initié à l'Assemblée nationale. À ce jour, on ne sait pas qu'est-ce que cela est devenu. On ne sait pas à quel niveau. Mais je pense que qu'il avait adopté le projet. Il avait été adopté. Il restait le. Vous voyez même des pharmacies, comment ça s'appelle, classiques aujourd'hui. Aujourd'hui, on certains produits. C'est vrai, peut-être le problème de dosage, comme il dit là. Oui, parce que la pharmacopée traditionnelle doit être. Voilà. Quand la grand-mère te donne les coups, on te dit, bon, il faut boire beaucoup, boire 2 gobelets, la sueur va couler. Ça va enlever tout ça. Franklin Sambou, parmi ces missions, on a cité ici la planification, l'aménagement du territoire, les travaux publics, l'urbanisme et l'habitat. Et à l'intérieur, donc, on parle d'élaboration et l'exécution des plans régionaux de développement, peut-être ce qui a été fait, peut-être pour la première mandature. Maintenant, il y a donc la passation en relation avec l'État de contrats plans pour la réalisation d'objectifs de développement. Vous avez la participation à l'organisation, à la gestion des transports publics interurbains, ce que doivent gérer les conseils régionaux. Vous avez la coordination des actions de développement, l'élaboration conformément au plan national du schéma régional d'aménagement du territoire, la participation à l'élaboration des documents de planification urbaine et des schémas directeurs des collectivités territoriales décentralisées, la réhabilitation et l'entretien des routes départementales, régionales, le soutien à l'action des communes en matière d'humanisme et de l'habitat. Peut-on déchirer l'espoir? Hippolyte, comme il a si bien présenté, nos textes sont clairs. Théoriquement, le conseil régional a beaucoup à faire. C'est juste que sur le terrain, de façon pratique, peut-être il y a cette guerre entre
le conseil régional, les communes d'arrondissement, communautés urbaines, ce qu'on appelle mairie des villes, l'administration centrale, le ministère de l'habitat et de l'environnement urbain en ce qui concerne les travaux routiers. C'est ça le problème. Mais il y a vraiment à faire. Ce n'est pas comme si on n'a pas défini que voilà où commence le travail d'une mairie et s'arrête. Le travail, si je prends le cas des mairies, parlant du côté éducatif, comment pour le côté éducatif, Hippolyte, les mairies doivent construire des écoles, un bâtiment manque dans une école publique, une école primaire, une école maternelle. La mairie peut construire, la mairie peut doter l'établissement, cette école, des enseignants. S'il y a un manque d'enseignants, on peut trouver et payer dans le compte de la mairie. C'est-à-dire que la mairie, il est vacataire, il est payé par le compte de la mairie. Par contre, le conseil régional gère les établissements d'enseignement secondaire. Si dans un lycée, comme par exemple, prenons un lycée comme le lycée d'Okola, j'ai aussi pris comme ça, lycée d'Okola, il manque un enseignant de mathématiques. Avec le système du conseil régional, la charge du professeur de mathématiques, professeur vacataire, ne devait plus revenir à l'APE. Ouais. Il devait revenir au conseil régional. Comme il y a 2 ans, ils ont lancé un appel à candidature pour recruter les enseignants. Ça veut dire que ces enseignants qu'on recrute, on met à la disposition du conseil régional. C'est le conseil régional qui recrute. Ce n'est pas en fonction, il recrute les enseignants. C'est une fonction publique locale. Oui. On appelle ces gens comme un fonctionnaire régional. On l'appelle fonctionnaire régional. Oui, ça s'appelle la loi pas de fonction publique locale. Oui, fonction publique locale, très bien. Il travaille au lycée d'Okola. À un moment donné, paye l'État. L'État peut envoyer un enseignant régulièrement au lycée d'Okola. Maintenant, il manque un enseignant au lycée bilingue de Nanga Eboko. Prenons un exemple comme ça. Cet enseignant de mathématiques qui jusque-là était en service au lycée d'Okola, le conseil régional, le déploie maintenant d'Okola pour Nanga Eboko. Voilà l'une des missions et le payer régulièrement. Il est même affilié à la CNPS. Il est affilié à la CNPS. S'il manque un bâtiment, il y a des salles de classe qui manquent, le conseil régional peut construire des salles de classe dans un établissement d'enseignement secondaire. Maintenant, en ce qui concerne le domaine de la santé. Pour la santé, les communes gèrent les centres de santé. Mais le conseil régional gère l'hôpital et district. Le conseil régional peut se rendre compte que... L'hôpital d'ici, qui est les hôpitaux régionaux. L'hôpital régional peut se rendre compte que voilà l'hôpital régional d'Ayos. Puisque Ayos a un hôpital régional. Oui. Voilà l'hôpital régional d'Ayos. Si peut-être la morgue de l'hôpital d'Ayos ne fonctionne pas, ou alors a des problèmes, le conseil régional a cette mission de tout faire pour que la morgue de l'hôpital régional fonctionne. L'hôpital district de Balmayo a un problème là-bas, peut se déployer pour le faire. Donc les missions sont bien établies. Maintenant, si on prend le volet routier, comme vous l'avez si bien dit, il s'occupe des axes départementaux et des axes régionaux. C'est l'occasion de lancer cette alerte au conseil régional du centre. Ceux qui ont voyagé ces derniers temps, ceux bien qui voyagent entre Boumniebel et Ezeka. C'est un tronçon d'à peine 30 km, Hippolyte. À peine 30 km. Entre Boumniebel et Ezeka. Oui, mais ce n'est pas une route régionale. Non, je suis en train de dire... vous dites entre Boumniebel et Ezeka. D'accord, c'est une route départementale. Oui, entre Boumniebel et Ezeka. Oui, là vous entrez. Oui, n'est-ce pas? Oui. Vous entrez, c'est à peine 30 km. Mais vous pouvez le faire en 1h30. Parce que la route est déjà, ceux qui ont voyagé là-bas ces temps-ci, la route est vraiment les nids de poule. Elle est catastrophique. Donc je crois que voilà une mission urgente. Oui, c'est une route départementale là-bas. Une route départementale. Voilà une mission urgente du conseil régional. Ça revient au conseil régional, pas à la mairie. Parce que si la mairie de Boumniebel, par exemple, engage les travaux, elle va engager et va s'arrêter à la limite de son arrondissement. Je veux que vous compreniez, de son arrondissement. Après, la mairie des Ezeka prendra aussi. Le conseil régional s'étale tout au long. Tout au long, le conseil régional doit... Comme une espèce d'intercommunalité. Intercommunalité. Parce que même dans mon village, on a souvent eu des cas comme ça, où nous sommes entre 3 départements. La route est mauvaise, on vient
la mairie de, je prends le cas, la mairie de Baranté vient faire 7 km. Et les 7 km là, c'est la partie qui lui revient. En temps, il y a encore 5 km aussi catastrophique là. Mais elle ne pouvait pas le faire parce que ça ne relève pas de sa compétence. C'est maintenant ce département, le département des hauts plateaux. C'est le cas de mon village Bachingou des hauts plateaux, qui a encore fait le petit tronçon là. Or, si c'était le conseil régional, c'est un budget global pour un axe. Ce n'est pas que c'est un budget linéaire. Voilà ce qui revient au conseil régional. Maintenant, au niveau du transport interurbain, coordonner les agences de voyage qu'on a partout là, qui quittent de Yaoundé pour Balmayo, Yaoundé pour ça, Obala, Nanga et Boko, à Konolinga. C'est le conseil régional qui doit organiser ça. Même les tickets de collecte là, qui sont des entrées, parce que les entrées proviennent d'où? Les subventions de l'État, leurs fonds propres. Si dans votre région, il y a des ressources naturelles exploitables ou bien qui sont exploitées, en collaboration avec la mairie et d'autres autorités, il y a des pourcentages bien définis par la loi et chacun voit comment le faire pour créer des infrastructures qui vont propulser le développement. Ce n'est pas comme si les textes, dont tout est bien mentionné. Pour la première mandature 2020-2025, il y a eu beaucoup de cacophonie, Hippolyte. Oui. Parce que certains même ont hérité du conseil régional sans savoir réellement ce qu'il y avait lieu de faire. Maintenant, si l'enfant a le temps de marcher et d'être à point, maintenant, il peut bien décoller. Donc, la deuxième mandature 2025-2030, que vous soyez nouveau président ou ancien président, vous n'avez plus droit à l'erreur. D'accord. Ça, Merci. Fabrice Assoum, on s'intéresse davantage au secteur éducatif. Au secteur éducatif, il a essayé de brosser un pan. Vous avez l'article 271 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées revient également pour ce qui est de l'éducation. On dit la participation à l'établissement, donc il a parlé là des missions des régions en tant que collectivité, la participation à l'établissement et la mise en œuvre de la tranche régionale, la carte scolaire nationale, la création, l'équipement, la gestion, l'entretien, la maintenance des lycées et collèges de la région. Est-ce que, tout au moins pour cette mandature, on peut s'éloigner des images qui sont généralement présentées? On te dit la toiture de tel lycée s'est arrachée et puis c'est le maire qui est allé à la rescousse. Tels élèves, il n'y a plus de table, banc et autres là. Vraiment, le deuxième mandat, ça, à la fin du mandat, ça fera 10 ans. Oui, Hippolyte, le mandat du président de la République a pour orientation, espérance et grandeur. Et tous les mandats qui se collent à celui-là doivent être également porteurs de ces vecteurs. Et portés par le mandat portés par central. Le mandat central qui est celui du président de la République. Donc oui, Hippolyte, nous attendons à ce que désormais qu'il n'y ait plus de problèmes dans les compétences des différentes structures qui organisent notre État. Nous parlons là d'un État décentralisé. Et le prof a bien fait de le dire, de le souligner là. Les textes sont clairs. Vous venez de lire les missions qui sont assignées en matière d'éducation, de l'enseignement secondaire aux conseils régionaux. Les conseillers régionaux, et il a très bien dit tout à l'heure, dans la hiérarchisation des responsabilités, l'éducation de base revient aux communes, les enseignements secondaires aux conseils régionaux. Donc ce n'est plus normal que à le lycée de mon village, par exemple, à Ifoulane, oui, qui ait des problèmes d'enseignants. La fonction publique locale est prévue
dans les textes réglementaires, notamment dans la loi sur la décentralisation. Les conseils régionaux doivent pouvoir se mettre à la page. Parce que on peut dire, et même là, moi je n'ai pas été totalement d'accord avec ceux qui ont pensé que les premières expériences, les 5 premières années ont été pour se positionne en quoi, hein? On n'a pas créé les conseillers ou alors les responsables des derniers exécutifs n'ont pas créé les conseils régionaux. Ils les ont trouvés installés, existants. Oui. Donc, ils devaient simplement prendre le courroux par la corde en exploitant leurs compétences, leur pouvoir. Lorsque on est responsable, vous voyez par exemple, c'est pour cela que parfois on se pose des questions sur la responsabilité de certains chefs de département ministériels. Non, quand vous arrivez, vous avez une Bible qui est votre chevet, au chevet de votre lit. C'est quoi? C'est la loi. Quelles sont mes compétences comme ministre de? Quelles sont mes compétences en tant que directeur, en tant que responsable? Quand on me nomme, par exemple, chef de service de liaison, hein, tout est défini. Vous avez vous appelez ça votre feuille de route. Donc, il n'est même pas question de dire, il n'est pas normal de dire que c'était les premières années d'expérimentation et autres là. Nous avons simplement eu, parce que moi j'ai des exemples, je peux prendre le cas de la région de... Peut-être pour vous relancer, hein, oui. Peut-être on parle de la phase expérimentale au regard de ce qui est généralement dit par les acteurs eux-mêmes. On se souvient, moi particulièrement, j'ai posé une question au membre du gouvernement, je ne vais pas donner son nom ici, au sorti d'un conseil de cabinet à la primature concernant les mairies et qui m'a dit, écoutez, c'est pour qu'ils aient leur argent, les 15% de la dotation générale de décentralisation, il faut d'abord la maturation des projets. Donc vous voyez que c'est une étape. Oui, mais la maturation de projet n'exclut pas la compétence qui vous est dévouée, les pouvoirs qui vous sont dédiés. Vous avez simplement à prendre le temps de mettre sur pied des projets qui sont porteurs. C'est ça qu'on appelle la maturation. C'est-à-dire que si vous avez un projet, vous voulez un financement au niveau central. Il faut donc que le projet que vous voulez financer ait tous les contours pour qu'on puisse savoir que ce projet est un projet qui est mature, qui peut donc être financé. Mais cela ne veut pas dire qu'on vous enlève la capacité de pouvoir gérer une situation dans un établissement, pour ne parler que du côté de l'éducation, dans un lycée. Si vous avez constaté que dans un lycée de votre compétence, dans une ville de votre compétence, vous avez un bâtiment, vous avez un besoin réel. Mais mettez sur pied une équipe pour étudier le projet, qu'on le mature et qu'on trouve des financements adéquats. C'est tout simplement ça. Ça dit que le ministre, ce qui est au niveau donc central, doit simplement se rassurer que, avant de vous allouer des ressources, ce projet est un projet fiable, bancable. C'est tout. Donc, en réalité, les exécutifs régionaux ont déjà même eu beaucoup de retard. Je voulais vous prendre l'exemple de la région de l'Ouest. Le docteur Foka, je crois que je ne le connais pas personnellement, mais j'ai suivi ce monsieur depuis qu'il a pris le premier mandat du conseil régional de l'Ouest. Il y a eu beaucoup de choses. Il a mobilisé beaucoup de moyens. Il n'attend pas les 3 milliards annuels qu'on reverse aux conseils régionaux. Il a multiplié à travers des initiatives, dont des projets matures
Et il a fait la collecte des fonds à travers des initiatives personnelles. Bon, quand je dis personnel, ça veut dire que individuellement, les initiatives du conseil, qui a mobilisé à travers sa diaspora, à travers ses acteurs et ces hommes d'affaires, des ressources pour développer. C'est ce qu'on demande aux exécutifs. Vous ne venez pas là pour dire que... Bon, moi j'ai vu, par exemple, un maire du Sud qui se plaignait. Il dit que, vraiment, il y a beaucoup de contraintes dans le fonctionnement. Il y a tel projet. Après, on vous dit qu'il faut ceci. Ça veut dire que vous avouez votre incompétence. Parce que, justement, les problèmes sont faits pour être résolus. Oui. Si vous êtes la maire, vous n'arrivez pas à trouver des solutions aux problèmes des populations, vous n'avez pas votre place là. C'est de cela qu'il est question. Donc, je crois que, Hippolyte, ce nouveau mandat des conseils régionaux et je pense, c'est même peut-être pour ceux qui ont été reconduits, un mandat de trop. Moi, je pense. Parce que je crois, par exemple, chez nous au Sud, et je le crois fermement, que d'ici... Donc, le premier mandat devait être considéré comme le mandat de la dernière chance. Non, il a été, bon, par exemple, chez nous, moi je vais vous dire quelque chose de clair. Et c'est pour cela que je dois d'abord louer l'attitude du capitaine Mvelemba, qui a été mis de côté, Sinidaï. Il a fait comme au sport. Il a été fair play, parce qu'il a l'esprit de fair play. Il ne parle pas, il ne dit pas grand-chose, parce que c'est vrai, lui-même il sait qu'il n'a pas fait son job. Il n'a pas fait le travail. Il n'a pas fait le travail qu'on attendait de lui. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le tronçon, la route qui va des Bolova pour Lolodorf. C'est une route c'est un axe prioritaire. Tout à fait. Qui devait être sur papier même déjà bitumé. Mais il y a eu comme au Cameroun, on fait souvent comme on fait. Alors, l'élite de ce tronçon a mené des lobbies auprès du premier ministère, auprès du ministère des Travaux publics, pour qu'il y ait tout au moins une sorte d'entretien de l'axe, parce que c'est un axe très important. Tout à fait. Et lorsque le problème a été posé sur la table du chef du gouvernement et du chef de l'État, une petite enveloppe a été allouée pour la gestion de cette route, de ce tronçon. Mais Hippolyte, permettez que je vous dise pourquoi je pense cet exemple-là. Les moyens ont été alloués au conseil régional et à la fin, ces mêmes moyens ont été forclos, retournés au ministère. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Parce que le conseil régional n'a pas pu attribuer le marché à temps, parce qu'il y avait des problèmes de prébande et autres là. Voilà donc des exemples. Et ça, c'est vrai, c'est vérifiable. Moi, je ne parle pas des choses qui ne sont pas vérifiables. Vous pouvez aller au ministère des Travaux publics et vous verrez très bien qu'il y a eu une enveloppe qui avait été allouée pour l'entretien routier de cet axe routier. Donc, c'est pour dire quoi? L'incompétence vous rattrapera toujours. Ceux qui sont adulés et qui ne vont rien faire pour ce mandat, ils vont être rattrapés en 2030. Par l'incompétence. Merci. Yannick Nouambarga, parmi les missions, on va parler du sport. Il y a une ligne importante ici. On parle de l'assistance aux associations sportives régionales. Est-ce que nous allons prendre le cas de Royal, de mon atelier qui a disparu, Foot de Konolinga qui bat de l'aile, Tarzan Dobala qui bat de l'aile, Étoile filante de Garoua, Gaoundéré Football Club de professeur Nkoumvando, Mont Cameroun de Bouya qui a disparu. Est-ce que ces clubs peuvent être réveillés par les conseils régionaux? Oui, en principe, je ne parlerai peut-être pas de les exhumer, mais je crois que la volonté d'assistance aujourd'hui doit permettre à ceux qui ont brillé par leur résilience de vivre. Et puis s'il y a de nouveaux clubs régionaux qui voient le jour, qu'ils soient un peu plus à l'aise.
parce que je crois que le conseil régional apporte comme une bouffée d'oxygène une bouffée d'oxygène social. Parce que même dans le sport, je crois que si aujourd'hui on a encore, vous avez cité par exemple les clubs comme Tarzan qui ont disparu. Oui. En Balmayo, il y a Vimli qui... Oui, Tarzan existe, mais c'est en régional. Hein. En régional, voilà. En fait, les clubs en réalité sont asphyxiés et justement parce que il n'y avait pas une véritable politique d'assistance et puis d'encadrement. On s'est dit aujourd'hui que peut-être avec ce nouveau mandat, parce qu'il faut dire que au niveau de la fédération camerounaise, les politiques qui ont été mises sur pied justement pour la gestion de ces clubs-là n'étaient pas des politiques globales qui ne permettaient pas à ces clubs-là d'avoir une certaine aisance pour leur suivi. Donc aujourd'hui, on a les conseils régionaux qui doivent également intervenir, qui sont interpellés, qui doivent venir à la rescousse. Donc on espère que l'association de tous ces acteurs pour la promotion et même le développement du sport local peuvent permettre, parce que en réalité, le sport également est un vecteur d'épanouissement très important. Moi, je me suis souvent amusé à aller regarder les matchs en élite, mais vous voyez à quel point les gens sont attachés au club de leur localité. J'ai vu un peu le scénario autour de la Panthère du Nez, comment est-ce que... Mais c'est la preuve que les gens également trouvent un réel plaisir à voir comment un club du village, je vais appeler ça comme ça, un club du village prend de l'ampleur, se développe. Et la seule façon pour que les clubs aujourd'hui vivent et qu'ils aient cette possibilité de partir de la région et même pour aller prendre le Graal au niveau de la compétition nationale qui est la Coupe du Cameroun, c'est d'avoir une assistance qui leur est dévolue. D'accord. On va chacun, en peut-être 30 secondes, sortir de ce plateau. Martial Biana, il faut dire qu'il y a espoir parce que vos prises de parole semblent converger ici sur ce plateau. Hein. Non, mais espoir, moi je ne parlerai pas d'espoir. Moi je vais dire qu'il y a du travail à faire et il faudrait que les nouveaux exécutifs se mettent résolument au travail. Il y a une feuille de route qui a été clairement prescrite par la loi camerounaise. C'est à eux d'aller vers la mise en œuvre de leur mission de manière à ce que les populations ressentent les impacts de leur travail au niveau de leurs conditions de vie. C'est tout ce qu'il y a à dire. On ne devrait pas convoquer l'espoir, on convoquerait plutôt le travail. Les travailleurs sont appelés sur le terrain. Ils sont nombreux qui sont à la tête de ces exécutifs, des anciens, on appelle des vieux briscards. Voilà, bien aguerris aux ficelles des compétences régionales. Donc, peut-être qu'ils pourront faire le travail. Franklin Sambou? Oui, il y a du travail et la décentralisation a été conçue depuis 1996. La construction du 18 janvier 1996, même si c'est en 2020 que ça a été effectif, mais actuellement c'est pour converger le Cameroun vers son émergence en 2035. D'accord. On va dire DP, Fabrice Assoum, votre mot de fin également. Oui, oui, nous avons déjà tout dit. Nous avons dit que nous avons pensé que les exécutifs régionaux qui viennent d'être mis en place doivent permettre à ce que, comme nous avons un cap, c'est 2030, qu'on ait déjà des prémices de l'émergence que le chef de l'État lui-même il a promis en 2035. Donc nous n'aurons plus que 5 ans pour que nous atteignions donc cette émergence-là. Et il y a des compétences. Tout a été tracé. Je crois qu'on peut donc seulement leur souhaiter de faire du bon boulot. Et moi, en tout cas, pour ce qui est de la région du Sud, avec notre nouvel exécutif, nous pensons que le Sud va aussi suivre le rythme. Ça pourra rouler également à tombeau ouvert entre
On l'espère, on l'espère. Juste que nous, les médias, nous allons également faire notre travail parce que il va falloir suivre ces exécutifs comme régional et présenter à la face des populations le travail réel qu'ils font. On n'ira pas dire, présenter le travail herculien d'un président de conseil régional qui ne fout absolument rien. Ce sera très malhonnête. Donc je crois que les réjouissances sont terminées. La boucle a été bouclée, si vous permettez la tautologie, avec la région du Sud. Et je crois que maintenant c'est place au travail. Et nous également, nous allons aborder notre casquette d'enquêteur, nous allons les suivre et à mi-parcours, nous allons présenter aux populations les prémices, pour emprunter à Fabrice, les prémices du travail titanesque qui leur attend. Donc en fait, les prémices des résultats. D'accord. Merci donc. C'est terminé pour ce matin. Messieurs, je vais vous remercier de votre passage sur ce plateau. Les présidents, les 10 du moins, sont connus. Et on dira, RDPC 10 sur 10, c'est ça? Oui, comme également RDPC 100% sur le travail. Oui. Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir donc été des nôtres durant 1h52 sur cette antenne. Merci à vous qui nous avez pris à partir de notre page Facebook, l'émission Ici la République, production de ce jour en Tanga. Restez sur les programmes de Camdis Télévision. Bonne journée à tous.